Les premières images, j'ai fait waouh. Je dis ça, c'est écrire sur de la lumière. Je dis, vous coupez le son, vous coupez tout. Je peux lire quelque chose. C'est possible de changer la narration d'une nation? Imaginons qu'on arrive à faire des films où les gens sont des scientifiques, sont des développeurs, qu'on va créer des vocations d'astronautes, de scientifiques, de médecins, un peu plus que peut-être de danseurs. Si vous êtes superficiel, vous ne pourrez pas remarquer ça. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Diallo et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Griot Digital. Si vous ne suivez toujours pas, il est temps de rejoindre l'équipe, grandir cette communauté afin que nous puissions atteindre un impact international, inviter des guests encore plus intéressants et apprendre tous les jours des concepts qui nous grandissent. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir un invité dont le regard a capturé bien plus que des images. Il a capturé des émotions, des histoires, des identités. Diplômé de l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel de Nancy en France, il a d'abord affiné son art en travaillant avec des multinationales, en maîtrisant les exigences des grandes marques, là où la rigueur et la créativité marchent main dans la main. Puis, il a décidé de revenir avec son agence Angata, revenir pour installer son propre projet, construire des ponts entre l'image, l'identité et l'âme d'une nation. Aujourd'hui, il porte également la responsabilité de coordinateur national du Branding Guinée, une mission qui donne à son travail une portée nouvelle et symbolique. À travers ses films, ses documentaires, ses projets institutionnels d'ici et ailleurs, il ne se contente pas de filmer, il raconte, avec une exigence rare et une sincérité qui traverse l'écran. Aujourd'hui, il nous ouvre une porte sur son parcours, sur sa vision du branding dans l'ère du digital et sur ce que cela fait vraiment de capturer des voix visuelles à des entreprises, des idées et des nations. Bienvenue dans ce podcast du Griot Digital. Bienvenue, Monsieur Touré Ibrahima. Bonjour, Monsieur Touré. Merci. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir. C'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. Si vous deviez raconter votre parcours comme une histoire, quel serait le moment clé où tout a basculé pour vous, positivement? Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, mais j'ai envie de dire le moment où j'ai décidé de prendre mon destin en main, quand j'étais en France, et que, étudiant, il fallait bien dessiner sa route. C'est vrai que j'ai fait des études où je me suis spécialisé dans un domaine où beaucoup d'Africains, on va dire, ne s'aventurent pas beaucoup, surtout en termes d'études. Parce que en France, par exemple, je ne connais pas pour d'autres pays, mais la majorité des Africains, ils étudient le droit, l'économie, la science, les maths, je ne sais pas moi. Mais là, pour beaucoup de familles aussi, c'est une perte de temps. Donc, le faire, à l'époque en tout cas, c'était encore avant-gardiste. J'espère que ça l'est moins aujourd'hui. Donc, il fallait déjà faire ce choix-là. Et après aussi décider que ça ne soit pas un choix juste pour faire un choix, il faut en vivre. Donc devenir donc entrepreneur. Donc moi j'ai d'abord été étudiant entrepreneur au moment où ça se créait en France, donc la possibilité de l'être. Donc je l'ai été. Et ce qui fait d'ailleurs que je n'ai jamais déposé un CV quelque part. Je pense que j'en ai presque même jamais dans mon ordinateur. Donc oui, donc j'ai été étudiant entrepreneur à la fac. Je faisais des images pour des associations. Je gagnais, en un mot, je préférais gagner 150 euros en faisant des images, même pour une association étudiante, que de gagner 2000 euros en faisant quelque chose d'autre, quel que soit ce que c'était. Pour rester focus dans la vision. J'ai pas fait autre chose de ma vie que ça depuis des années maintenant. Comment vous arrivez à faire ça avec toute la possibilité, les choix qu'il y a aujourd'hui à gauche et à droite? Comment vous arrivez à rester focus sur un objectif? En fait, j'aime bien dire aux gens, moi, je ne fais pas de l'image parce que c'est quelque chose de cool. Non. Mais moi, des fois, je ne sais pas pourquoi. Mais au fond de moi,
je sais que c'est quelque chose qui est une arme pour moi. En fait, c'est l'arme ultime pour moi. C'est l'outil par lequel je pense que je m'exprime le mieux quand les paroles ne sont pas suffisantes. Quand c'est pas suffisant, je pense que quand je me tais et que je prends une caméra, c'est là que je m'exprime le mieux, que j'écris le mieux. C'est là où je pense impacter le mieux. J'ai une relation avec l'image qui est quand même un peu complexe. Hein. Je ferai ça toute ma vie. Y gagner de l'argent ou pas. Ah oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que je suis sur ma tombe, ils écriront Ibrahima Touré, professionnel de l'image. J'irai avec, quoi. À défaut de savoir si je suis né avec, j'irai avec. C'est vraiment, c'est mon arme, c'est même pas mon enfant, c'est mon outil de combat, d'exister. Et d'où cela vient, en fait, bien avant même les écoles, toute la formation professionnelle que vous avez fait pour développer cet art, d'où ça vient par rapport à l'enfance, par exemple? Bon, après, j'étais, bon, pour ceux qui me connaissent, qui vont suivre ce podcast pourront le témoigner, j'ai toujours été un artiste, hein. Dans les bords, j'ai fait de la musique quand j'étais au lycée. J'étais d'ailleurs un des artistes de mon école, hein, quand je faisais les kermesses à Sainte-Marie. Ceux qui suivent ça, ils me reconnaîtront. J'avais un petit sobriquet à l'époque que je vous dirai pas, bien sûr. Mais bon, mais je faisais de la musique, donc ça fait que bref, moi c'était mon hobby, ça. Je faisais que ça, hein, avec un peu de basket, mais je faisais essentiellement ça, quoi. Donc du coup, à l'époque, je me rappelle, il y avait les petits téléphones Nokia là qu'on avait N93 et avec lesquels on pouvait faire des petits montages. Je sais pas si vous vous rappelez avec le téléphone. Donc moi, je m'amusais à faire des petits montages avec mon petit Nokia là, N93 à l'époque. J'avais la possibilité de faire des petits montages vidéo avec. Et moi, je le faisais pour ma musique à l'époque, moi. Donc j'ai gardé ça. J'ai commencé d'abord par le son, quoi, et tout ça. Et après, un peu plus tard, je me suis intéressé à la composition de musique, de son. Et qui dit audiovisuel dit son aussi. Donc je pense que l'artistique du son vers l'image a été un peu le même chemin, on va dire. Hein, en tout cas, mais la volonté de créer a toujours été là. Elle est toujours la même. Okay, elle est toujours la même. Merci. Et quel est votre regard intime sur le digital en Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez comme un champ de bataille, une terre d'opportunité ou quelque chose d'autre? Comme un champ de bataille. Oui, moi je le vois typiquement comme un champ de bataille. Vraiment? Oui, l'image... Pourquoi? Je ne me suis pas trompé de penser mon métier comme une arme. Oui, c'est un champ de bataille, parce qu'avec l'image, on fait tout. Ah oui. Et je pense que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous le prouve. Et moi, de mon vécu de professionnel de l'image, je l'ai ressenti, et je le sens, et je le vois, je le touche. En quoi aujourd'hui l'image peut vraiment être un outil très décisif pour amener des sentiments à gauche ou à droite. Et ceux qui l'ont le mieux compris, par exemple les Américains en font partie. Quand on parle de soft power, c'est ça grosso modo. Hein? Quand ils font des films incroyables dans lesquels on retrouve McDonald's, Coca-Cola, bref, tout ce qu'ils font de leur économie, hein? Les iPhones, etc., tout ça, et en les regardant, on les veut, sans même qu'on nous force. C'est ça qu'on appelle le soft power. Sans qu'on te force, tu veux quelque chose et tu adoptes la culture de l'autre. Ah, si ça, ce n'est pas une arme, je ne sais pas c'est quoi d'autre. C'est bien sûr. Et donc, c'est une bataille géante dans laquelle l'Afrique aujourd'hui doit prendre déjà conscience, mais doit encore accélérer la cadence. Ouais, doit accélérer la cadence. C'est vrai qu'aujourd'hui, comparé il y a quelques années, moi quand je suis rentré par exemple en 2019, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de professionnels de l'image que maintenant. Maintenant, il y en a beaucoup, à foison. Alors, la question aujourd'hui, elle est la conscience de ce qu'on en fait.
Parce que c'est comme un ordinateur, hein. Vous pouvez l'utiliser pour faire du Word, comme vous pouvez l'utiliser pour créer des applications pour changer le monde. Alors, c'est pareil pour moi avec un appareil photo, un appareil vidéo. Vous pouvez l'utiliser pour faire des images, pour vous faire plaisir dans votre Instagram, comme vous pouvez l'utiliser pour changer la perception du monde. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que vous faites avec Nimba Hub. Vous faites du développement, vous faites de la formation pour changer, pour apporter du renouveau dans le numérique. Mais si vous faites des podcasts, c'est parce que vous connaissez la force de l'image et vous savez que l'image peut vous aider à atteindre un objectif que peut-être simplement le coding ne peut pas vous aider, ne peut pas le faire. Effectivement. C'est ça l'image. Et vous, comment vous pensez que nous, Africains, on peut mieux se positionner dans ce combat? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les États-Unis, les autres cultures, elles réussissent à nous influencer d'une certaine manière. D'ailleurs, on adopte beaucoup de la manière dont on vit en fonction de ce qu'ils sont. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteurs, par exemple, dans votre cadre, qu'est-ce qu'on peut faire de manière à faire aimer encore plus, disons, les Guinéens, ce qu'ils sont, à vivre leur essence? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bon, elles nous influencent même plus, ça. Elles nous ont engloutis. Et le pire, c'est que si on ne fait rien d'ici quelques années, même nos imaginaires à nous, je vous donne des exemples. Hein. Vous prenez par exemple des films comme Black Panther. C'est bien, on est très content. Hein. Moi, je suis très content de l'avoir regardé. Mais en fait, en réalité, ça me fait peur. Ou les films comme Woman King et consorts qui sont excellents. Hein. Mais en fait, regardez qui y a derrière. Ce sont les grosses machines à blockbuster là, américains qui en fait ont épuisé les imaginaires européens. Blanche-Neige, Superman, Batman. Ils l'ont tellement fait qu'ils savent même plus comment le tourner encore. Maintenant, il faut se tourner vers des cultures où les imaginaires ne sont pas encore exploités. C'est l'Afrique. Ou encore avec, c'est en Afrique, tu peux encore venir trouver dans un village, on te dit, attention, la forêt sacrée. Mais nous, pour l'occidental, ça c'est une niche à idées, ça. Hein, une niche à idées. Vous voyez par exemple des films comme Seigneur des Anneaux avec Tolkien, qui a fait un truc incroyable dans l'imaginaire. Mais ils ont fini avec ça. Il faut venir en Afrique. Et nous, aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, ils utilisent nos imaginaires là, cette fois à leur image à eux. Et ça veut dire que on est même en train de nous prendre les derniers imaginaires qui nous restent. Ça veut dire, moi, par exemple, qui suis réalisateur, qui a envie de faire du cinéma, imaginons que je décide de faire un film sur les femmes du Dahomey, là, les guerrières là, qu'on appelle les Amazones. Ah, il va falloir que j'y aille vraiment fort hein, pour faire mieux que Woman King. Hein. Il va falloir que j'y aille vraiment fort si je dois faire du Black Panther en utilisant les imaginaires du Gabon. Hein. Avec quels moyens aussi? Et le cinéma et l'image, c'est pas un monde de pauvres. Ce que les gens, les frères Lumière qui ont créé, je veux dire, le monde de l'image, le cinéma et consorts, en tout cas, c'est pas des pauvres. C'est pas un monde de pauvres. C'est pas les matériels, ça coûte cher. Maintenant, c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. Vous avez à moins de 10 000 euros, vous pouvez avoir aujourd'hui du matériel cinéma, mais c'est toujours pas donné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours pas donné en fait pour le commun du mortel. Et c'est aussi une culture qu'on doit aller apprendre à la source. C'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre ça à la source. Ça veut dire chez les Occidentaux, qui eux, en fait, en réalité, il ne faut pas qu'on se mente, c'est une culture qu'ils maîtrisent mieux que nous. C'est comme j'ai envie de vous dire, la Korah, si on doit la maîtriser, où est-ce qu'il faut partir? C'est à Hong Kong? C'est à New York? Ou c'est peut-être au fin fond d'un village africain? Il faut aller au fin fond d'un village africain pour l'apprendre. Eh bien, c'est pareil. Donc, il faut qu'on se dise, ok, il faut qu'on aille apprendre à la source, ne pas être gêné. C'est vrai qu'il y a des, en tout cas pour ceux qui peuvent avoir cette opportunité. Pour ceux qui ne peuvent pas aller dans les grandes écoles américaines ou françaises pour l'apprendre, c'est vrai qu'il y a des écoles en Afrique qui se développent de plus en plus, qui forment d'excellents professionnels de l'image, chapeau à eux, mais n'hésitons pas à aller chez les meilleurs encore. Ça, c'est très important ce point, mais en regardant aussi votre parcours, moi, un aspect que j'ai remarqué,
et qui me fascine quand même quelque part, c'est le fait que vous avez quand même réussi à détacher dans la production que vous faites. C'est vrai que vous avez appris à la source, mais en même temps, vous arrivez à vous détacher de cela et produire quelque chose de notre essence, en quelque sorte. Donc, je me demande comment faire, parce que très souvent, on a tendance, quand on va aller apprendre ailleurs, on va venir, on veut faire du copier-coller. Complexé un peu. Ou bien on a ce petit complexe-là, façon. Mais comment arriver déjà à se détacher? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est influencé d'une certaine manière lorsqu'on vit ailleurs. On va adopter quelque chose qui est différent de ce que nous l'est réellement. Mais comment faire en sorte de se détacher de cela et quand même rester vrai à soi? Oui, c'est un vrai combat interne. Hein. Moi, par exemple, ma méthode à moi, c'est vrai. Ah non, moi j'étais un rebelle. Hein, et je suis toujours d'ailleurs. Ma méthode à moi, c'était de mieux comprendre comment ils fonctionnent pour savoir transgresser leurs règles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, plus tu comprends quelque chose, plus tu comprends les règles et tu sais comment les respecter, ça veut dire alors tu sauras comment les transgresser. Ah, c'était ma méthode. Je veux apprendre avec les meilleurs, comprendre tout et dire ok, je sais, maintenant je vais faire à ma manière. Par exemple, moi, un exemple simple, en pratique, hein, moi je considère, ok, par exemple quand on avait des cours d'approche de l'image par exemple, moi j'ai compris que, parce qu'on nous apprenait un peu la psychologie, la sociologie de l'image, je dis mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous qui sommes venus apprendre à faire des films, pourquoi on nous apprend la sociologie ou la psychologie? C'est là où j'ai compris qu'attention, il faut aller plus loin que ce qu'on voit ou ce qu'on touche. Et là, j'ai commencé dans mes inspirations, à me dire, mais regarde la caméra. Quand tu vois le boîtier, ça ressemble à la tête d'un humain. C'est la tête même d'un humain. C'est-à-dire, ça pense, ça enregistre. Tu regardes les objectifs là, c'est l'œil humain. Bon, c'est l'œil humain moins performant que l'œil humain, mais c'est l'œil humain. Le son là, c'est nos oreilles. Hein? Les micros là, c'est notre bouche. En fait, ils essaient de faire quelque chose à l'image de l'homme, de ce que Dieu a fait de plus parfait. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc j'ai commencé à inverser la pensée. Après avoir appris la technique, je m'intéressais à moi-même, l'homme. Comment je regarde, comment je vis, comment j'entends. Et en fait, tout de suite, vous allez vous rendre compte que, en faisant cette introspection, vous allez développer une personnalité, vous allez développer une originalité, une autre approche. Vous allez sortir des livres. Vous allez sortir des dogmes, vous allez sortir des définitions. Bon, après, c'est une démarche interne, hein. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rajouté ma culture là-dedans. Et plus la révolte, qui est, j'en ai marre que ce soit vous qui dictez toujours les règles, et bien, en rajoutant tout ça là, je pense que ça donne ce que je suis devenu. En tout cas, quand je tiens la caméra, c'est un mix d'un peu tout ça, ouais. C'est la première fois que j'entends qu'on apprend de la psychologie lorsqu'on fait de ce qu'on apprend l'image et tout ça. Donc, ça me ramène un peu aussi au marketing où, de base, quand tu vois, tu vas juste te dire « Ah, c'est juste du marketing ». Mais c'est tellement profond dans le sens où on va t'apprendre exactement, c'est comme ce que vous avez dit là. Bah, c'est l'être humain, c'est destiné à l'être humain à la fin de la journée. Donc, il faut étudier l'être humain pour pouvoir le faire au mieux. Et donc, ça me fascine vraiment de l'entendre que oui, dans ce cadre-là aussi, vous apprenez de la psychologie. Quand vous tenez une caméra, vous filmez quoi? La plupart du temps, vous filmez des êtres humains. Mais si vous ne connaissez pas les personnes que vous filmez, c'est compliqué. Hein? C'est comme un médecin qui ne connaît pas l'être humain. Moi, j'aimerais. C'est compliqué, ça. Il faut un minimum quand même de connaissances. Là, par exemple, on est assis, on parle. Mais en réalité, vous essayez de cerner ce que je dis, moi aussi, vice-versa. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des interactions humaines. Donc, le minimum, à mon avis, c'est se détacher de la caméra, là, et de comprendre, en fait, l'essentiel qui est l'humain. C'est ça. Et ce qui l'entoure, bien sûr. Moi, ça m'intéresse quand même d'avoir une petite perception d'une manière de penser
d'un artiste visuel. Donc, comment est-ce qu'il peut composer ces éléments? Par exemple, aujourd'hui, je dois mettre en place un film. Comment est-ce que vous réfléchissez pour dire, OK, je pense que je vais placer ceci là, je vais mettre ça de cette manière-là, afin que ça donne ce résultat-là chez la personne et que ça évoque cette émotion-là chez la personne. Si vous pouvez m'amener un peu sur le... Vous voulez mes secrets, hein? Non, c'est pour ça qu'on est là aussi. Le but, c'est d'apprendre. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Et bien sûr, de toutes les façons, les secrets, ça se découvre. Hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est oui, après, le professionnel, avec le temps, il va développer des méthodes de travail. OK? Des méthodes de travail, au-delà, je veux dire, vous n'allez pas passer tout votre temps à être dans les nuages, quoi. Ok, oui, développer la psychologie, oui, après à un moment donné, il faut être réaliste. C'est quoi la méthode, c'est quoi la méthodologie? Comment j'arrive à faire, par exemple, une interview? Quelle est ma méthode? Moi, j'ai ma méthode, par exemple, d'interview. Ah, vous allez me la donner après. En fonction des... Et vous allez voir, par exemple, sur l'interview, ça c'est un bon exemple. Je fais l'interview avant de rencontrer la personne. Je la rencontre déjà dans mon subconscient. C'est bizarre à dire, hein. Mais avant de venir vous voir, je m'interroge tellement sur vous, sur qui vous êtes, que avant de venir vers vous, j'ai presque envie de dire j'ai un temps d'avance. Parce que j'estime que l'interview, c'est comme un combat. C'est bizarre à dire, hein, mais je le vois un peu comme ça. Et qu'à la fin, il n'y a personne qui est blessé, mais ça doit se passer correctement et tout doit bien. En tout cas, toi qui mènes l'interview, faut pas que tu te retrouves par exemple dans une situation où, ben finalement, tu sais plus tu contrôles plus ton plateau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que l'interview, par exemple, moi je le vois un peu de façon plus guerrier. Je prends de l'avance, du renseignement sur vous, comment vous êtes, comment vous pensez. Je regarde vos anciennes interviews, quelle est votre personnalité. Et même le moment où j'installe mon set avant de vous filmer, vous me voyez en train d'installer mon set, mais en réalité, je suis à 90%, je suis sur vous dans ma tête. Je vous observe énormément. L'observation. Ah oui. Mon temps d'observation est énorme. Premier aspect. Ah oui, mon temps d'observation, déjà de préparation, d'analyse, d'information, et mon temps d'observation, il est énorme. C'est pour ça que mon temps d'exécution, il est fluide. La personne, quand je l'embarque, elle part. Elle ne sait pas. Et à la fin, elle me dit, ah ouais, c'était quand même pas mal. Hein. Mais elle ne sait pas que je l'ai observé plus qu'elle m'a observé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, sur la technique, moi, je ne me laisse pas avoir par là. Moi, j'aime bien dire, hein, la dernière fois, j'étais là, je disais, moi, si vous voulez apprendre comment faire une photo, une vidéo, je suis la mauvaise personne à venir voir. Hein. Moi, si vous cherchez des cours pour savoir comment être bon photographe, bon vidéaste, je suis la mauvaise personne à venir voir. Parce que je ne suis... Alors là, c'est pas ma tasse de thé, ça, la technique. Je la connais, hein. Je prends ce qui m'intéresse pour faire ce que j'ai envie de faire. Je ne dors pas dedans. Je ne m'engouffre pas dedans. Ce n'est qu'un moyen, une route, un véhicule, un train, un avion. Le plus important, c'est ma destination. Donc pour moi, je prends l'essentiel. Je pense par contre beaucoup à comment je vais formaliser tout ça en termes d'image. Hein, mon découpage technique, l'environnement que je veux créer. Vous voyez un peu les couleurs que je veux, les sentiments que je veux faire ressentir. Vous voyez, non? C'est plutôt ça et le moyen qui me permet d'y arriver. Tout court. Mais je ne me focalise pas sur la technique parce que de toute façon, elle évolue hein, tous les jours. Donc, si tu passes ton temps à ça, tu vas devenir un vendeur de matériel à la FNAC. Quoi. Non, je m'intéresse plutôt à comment... c'est comme l'intelligence artificielle. Je l'utilise ces derniers jours d'ailleurs. Et je me rends compte au final, j'avais peur de ça, mais je me rends compte au final que elle me fait gagner beaucoup en temps et elle peut même m'aider. Mais ça vient du fait que vous-même, vous savez ce que vous voulez. Exactement. Mais si vous demandez à l'intelligence artificielle comment je vais filmer cette interview, bon, elle va vous dire poser une caméra par-ci et par-là, mais elle aura du mal à créer quelque chose d'original en termes émotionnels. C'est à vous de dire, par exemple, à l'intelligence artificielle, j'aimerais que madame, qu'elle pleure lors de cette interview.
Et je pense que la connaissance, si j'emploie tel mot ou telle situation à tel moment avec telle condition, elle pourrait pleurer. Oh, personnalisé. Et quel est le moyen par lequel je pourrais le faire? Vous voyez, c'est différent. Bref. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, c'est quoi pour vous le potentiel, vu qu'on en parle d'intelligence artificielle, Ouais. c'est quoi pour vous le potentiel de cela dans ce domaine-là? Aujourd'hui, comment est-ce que ça peut booster des carrières? Et même quel est l'impact négatif que ça peut booster des carrières? Ok. Ou même l'impact négatif que ça peut avoir sur les carrières de l'image? Ouais, c'est vrai que ça est en train de révéler ce que je pensais depuis plusieurs années, qu'il ne faut pas se focaliser sur la technique. Ouais, parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez même faire des images. Hein. Vous demandez, fabrique-moi telle image. Hein, les graphistes là, par exemple, les pauvres, eux, ils sont encore plus impactés parce que il peut même te sortir quelque chose des fois même de meilleur que ce que l'humain fait. Mais ce que là où nous allons gagner du temps, et nous allons avoir de la plus-value, c'est encore sur le volet créatif. Ok? La folie créative, là. Hein? Je pense qu'on n'a pas encore eu une intelligence artificielle capable de nous surprendre à ce niveau quand même. Je n'ai pas vu et j'espère que ça n'aura jamais lieu, si vous voulez mon avis. Mais j'ai envie de dire, pour ceux qui sont avertis, c'est une caméra de plus, c'est un micro de plus, c'est un ordinateur de plus. Bref, c'est une technique de plus, c'est un outil de plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, si je comprends bien votre philosophie, c'est en fait, l'art se trouve dans le fait d'aller au-delà des outils. Totalement. Donc, entièrement au-delà des outils, comprendre la philosophie derrière et voilà, mettre les choses en place en fonction de cela, pas trop se focaliser sur l'outil, c'est juste un moyen. Ouais. En fait, rester focus sur l'objectif. Ouais. Et dire, voilà, c'est ça mon objectif, comment je vais y arriver, je n'ai rien à faire. Presque même je vais y arriver. Il faut être fou. Il en faut. Il faut être vraiment fou. Parce que sinon, on ne peut pas oser faire de choses nouvelles. Avant que j'oublie cette question, quand vous créez une narration visuelle, qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Où placer l'authenticité dans tout ça? Où est-ce que vous placez l'authenticité dans tout ça? Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne maîtrise pas tout ce que je fais. Ok? Je vous donne les grandes lignes. Je pense que le reste, il faudrait que vous passiez une journée avec moi en train de travailler. On me dit souvent que quand je travaille, je suis une autre personne. Et effectivement, je ne peux pas le confirmer. Bon, comme on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer, je pense que quand je travaille, je pense que des fois, je rentre en transe avec moi-même. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des... C'est pour ça d'ailleurs que quand je travaille, je suis très nerveux. Parce que dans ma tête, c'est comme un calcul mathématique, comme les codes là, comme les codes de développeurs là. Dès qu'il y en a un qui bouge, ça change tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est très mathématique dans ma tête, bon, artistiquement quoi. Donc dès qu'il y a quelque chose qui le bouge, oh, ça dit il y a rupture dans le système. Vous voyez un peu? Donc j'ai envie de vous dire que si je vous dis oui, voici comment je fais, je vous aurais un peu menti. J'aimerais pas vous mentir. Je pense que il y a un peu, des fois aussi un peu, au-delà après avoir fini tout ce qui est palpable là. Le reste, des fois, c'est du ressenti. Hein. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur. Écoutez sa folie. Écoutez ses idées. S'écouter quoi. S'écouter. Parce qu'on est censé d'abord être des artistes. Avant d'être des techniciens. Moi, je pense, hein, pour un réal, par exemple. Mais si, par exemple, si on est censé être des artistes, est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou bien on peut l'acquérir? Moi, je ne sais pas. L'œil de l'artiste. Hein. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un artiste qui fait de la musique que j'aime bien, un jeune artiste, bon, pour ne pas dire son nom, ne pas faire des jaloux, mais il m'a envoyé
à chaque fois qu'il fait des clips vidéo, il m'envoie ses œuvres. Juste pour observation et retour, quoi. Donc, cette fois-ci, généralement, quand il me l'envoie, je suis un peu dur quand même. Hein. Je suis un peu dur avec lui. Mais il continue à m'envoyer. Ça veut dire que il pense que je peux lui apporter quelque chose. Moi, à sa place, j'aurais lâché prise. Hein. Parce que quelqu'un qui m'envoie balader à chaque fois que je lui envoie une œuvre comme ça, je dirais, mais il a un manque de respect sur mon travail. Mais il m'a envoyé une dernière œuvre. J'ai même pas regardé, j'ai vu juste les premières images. J'ai fait waouh. Je dis ça, c'est écrire. C'est-à-dire, vous savez, on dit l'image, c'est écrire sur de la lumière. J'ai dit waouh, je sens une écriture dans l'image. Vous coupez le son, vous coupez tout. Je peux lire quelque chose. Je sens l'âme de celui qui a créé l'image. Je sens ce qu'il a voulu dire. Vous voyez un peu, l'image parle. Elle raconte quelque chose. Et ça, c'est des œuvres comme ça qui, moi, me touchent. Parce que je sais que dans 10 ans, 20 ans, vous pourrez encore les regarder. Là, je montrais à mes amis tout à l'heure un documentaire que j'ai fait il y a 10 ans. Et d'ailleurs, avant de venir ici, je suis passé là-bas. Hein, je suis passé voir les personnes que j'avais filmées il y a plus de 10 ans. C'est que je vous le montrais à l'occasion. Mais, vous voyez, il y a 10 ans, je filmais des humains, quoi, en m'intéressant à eux. Aujourd'hui, n'est-ce pas, hein, on est passé les voir. Ouais, voir des humains. Faut savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça fait que dans votre image, si vous voulez avoir de l'originalité, il faut qu'on ressente cette émotion-là aussi dans l'image. Ça m'intrigue un peu quand vous insistez perplexe, hein? Sur l'aspect l'humain. En fait, c'est tout. C'est comme s'il y avait deux phases sur la personne. La phase où elle est dans sa nature humaine et la phase où, oui, là, on a des masques, on circule. Je pense que il y a quelque chose que, pour vous, c'est très différent. Je veux bien comprendre davantage. En mode, il y a Maïmouna qui est là, assise, ok. Mais je peux aussi avoir Maïmouna dans sa nature humaine devant moi. Et comment vous en arrivez là? Par exemple, vous insistez beaucoup sur le fait que, oui, je suis allée voir une personne humaine devant moi. Et j'imagine quand même... Oui, j'allais voir l'homme que j'ai rencontré il y a 10 ans, qui s'est ouvert à moi, qui m'a expliqué comment il travaillait, comment il était. C'était un documentaire. Comment il travaillait. J'ai retrouvé des jeunes qui étaient des tout petits comme ça, là, comment ils ont grandi. Vous voyez un peu. Et j'avais envie de savoir, est-ce qu'il y avait une corrélation entre ce qu'ils disaient à l'époque et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. L'évolution. Ce qu'ils dégageaient en termes même de motivation, même d'énergie. Par exemple, c'est triste des fois, hein. Des fois je retrouve des gens que j'ai filmés il y a 10 ans. L'énergie qu'ils avaient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la force aussi de l'image. L'image est témoin de l'histoire. L'image est témoin du monde et de son évolution. C'est le seul outil qui peut vous fixer aujourd'hui. Et 100 ans plus tard, on vous retrouve en fonction de l'émotion que vous avez aujourd'hui. Pas demain, hein, ni avant-hier, mais aujourd'hui. Et qui n'est pas pareil. Et donc, vous faites quoi? Une corrélation des énergies. Est-ce qu'elles sont les mêmes? Et des fois, vous êtes triste parce que vous vous dites, mais attendez, ce monsieur était quand même dynamique à l'époque. Il avait de la volonté, de la motivation. Il courait partout. Et regarde maintenant. La vie peut-être là. Vous voyez un peu. Et donc, si vous êtes superficiel, vous ne pourrez pas remarquer ça. Si vous filmez juste des gens comme ça, là, parce qu'ils sont là, vous ne pouvez pas remarquer ça. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous filmerez quoi? Des silhouettes. Il faudra aller au-delà. Mais si vous vous intéressez un peu plus, vous allez filmer des âmes. Vous allez filmer des émotions. Vous allez filmer des larmes. Vous allez filmer de la motivation. Vous allez filmer de la créativité. Vous allez filmer de la folie si vous allez plus loin. Et l'appareil, la caméra vous voyez, ça va être juste un outil pour capter ça.
Avant, je pensais souvent, en revenant sur ça, je pensais que le fait de prendre des photos en noir et blanc, disons, c'est un peu les amateurs d'Instagram. Ouais. Donc, je pensais que le fait de prendre des photos en noir et blanc, Ouais. on a plus d'émotion, Ouais. ça dégage plus d'émotion que quand c'est en couleur. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que, ça arrive à ça. d'expert, qu'est-ce que cela veut dire en C'est fait? que vous avez envie de faire ressentir de l'émotion passée. Ou vous avez envie de figer quelque chose, justement comme je dis là, où on a l'impression qu'on est dans... je sais pas comment dire là. Je sais même pas comment expliquer. Mais grosso modo, vous avez envie de figer quelque chose. Ok, qui est assez particulier. C'est pour ça que vous avez envie de le mettre en noir et blanc. C'est pour ça qu'on dit la colorimétrie aussi dans les images. Là, ça dégage aussi une volonté, hein, une intention. Ok, mais la meilleure façon de le faire, à mon avis, hein, c'est pas de le faire et de le mettre en noir et blanc. C'est peut-être même d'être en noir et blanc dans sa tête en filmant la personne à tel moment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le mettre en noir et blanc, c'est un filtre. Mais imaginons que l'intention que j'ai en me le mettant en noir et blanc, qui est d'avoir une intention un peu passéiste, peut-être, je ne sais pas, non. Imaginons que quand je vous filme, je m'intéresse à tout ce qui peut être des traits du passé. Vos cicatrices, par exemple. Je ne sais pas, I don't know. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Même si je ne le mets pas en noir et blanc, quand vous le regardez, vous aurez la même émotion que si je l'avais mis en noir et blanc. Ça, c'était profond. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, bref, moi je suis plus de cette école-là. Il y a d'autres écoles, hein. La mienne n'est pas forcément la meilleure. D'accord. Et en fonction, aujourd'hui, on voit le contenu vidéo un peu partout. Mais comment est-ce que vous faites pour éviter le bruit? C'est-à-dire? Éviter le bruit, qu'est-ce que selon vous rend une vidéo beaucoup plus mémorable? Aujourd'hui, quand vous faites une campagne de sensibilisation ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en avant pour que ce soit plus mémorable? Reformulation. Je n'ai pas bien compris. Ok, ça va revenir un peu en lien avec la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure, mais d'une manière un peu plus approfondie, j'aimerais comprendre cela. Lorsqu'on crée, on veut avoir un impact mémorable. Par exemple, en marketing, ça marche, on va venir faire une campagne, on dit l'objectif de la campagne, c'est d'avoir un impact mémorable. Ah, ok. Maintenant, dans le cadre d'un créateur visuel, qu'est-ce qu'il peut dire? Ok, je mets le focus sur ces aspects-là pour avoir un impact mémorable. Un peu comme avec les publicités Coca-Cola. Elles vont rester avec vous même quand vous êtes grand, parce que c'est vraiment quelque chose qui part chercher l'essence de la personne, ces aspects-là. Ça revient à tout ce que je vous ai dit avant. L'écoute. L'écoute. Le sens de l'écoute dans le processus de création. Il est décisif. Moi, je l'ai fait, par exemple, avec une dame, que je tairai son nom, mais elle se reconnaîtra dans cette vidéo. Elle est là. Elle a voulu faire un truc avec moi à l'époque pour raconter son histoire. Ok. J'aurais pu faire une vidéo, par exemple, elle est née ici, elle a fait des études par là, elle a créé son entreprise ici, et aujourd'hui, elle est la meilleure dans le thé. Parfait, c'est joli. C'est aussi bien, hein. Je suis allé, premier contact, j'ai dit, ok, elle s'attendait que je vienne avec une caméra, et jour de tournage, tel jour, oui, ok, vous avez donné ici, ok, allons là-bas, vous avez étudié ici, ok, je vais mettre ça dedans. Tu vois, un peu trop superficiel, là. On a mis tout ça de côté. C'était comme si elle était en face d'un psychologue. J'ai dit, mais pourquoi vous avez même voulu créer une entreprise telle? Mais pas de façon, pas des réponses, je ne me contentais pas des réponses superficielles. Hein. Oui, c'est parce que j'aimais ça. Non. Et je poussais le bouchon plus loin. Mais même trop loin, dans la vie même privée de la personne, pour comprendre vraiment quel est son moteur en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez voir, en creusant, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne n'a pas créé cette boîte juste parce que c'est un domaine qu'elle aime. Vous voyez par exemple qu'elle avait eu une révolte. Elle avait envie de changer quelque chose. Mais en creusant plus loin. Mais ça, c'est à vous de faire ce travail en tant que professionnel de l'image.
je suis allé beaucoup plus loin, beaucoup même trop loin. Et quand, lors de la cérémonie de présentation pour fêter, je pense, ces 5 ou 10 ans, quand on l'a diffusé, les gens l'ont ressenti. J'ai eu de l'émotion. Vous voyez un peu? Ça tombe bien cette réponse, parce que vous avez évité d'aller très loin sur une première question. Ok. Parce que dans le sens où, moi je voulais savoir, vous m'avez expliqué au début que oui, ce qui vous a intéressé, même avant même les écoles, vous aimez bien l'aspect d'être un artiste. Mais je voulais savoir au-delà de ça, c'est pour cela que j'ai dit dans l'enfance. Vous faites la même chose avec moi. Ouais, j'ai une opportunité. Vous m'avez tendu l'affaire, je la prends. C'est ça, il faut creuser. C'est très important. Moi, je veux savoir, au-delà de ça, oui, vous aimez bien tout ce qui est artiste. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené, pourquoi vous aimez ce monde d'art, tout simplement? En tant que jeune, pourquoi Je ne sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime. Je sais juste que c'est un ça a commencé peut-être par être un échappatoire pour moi, une façon de m'affirmer. Et avec le temps, comme je vous dis, ok, pour faire plus simple, c'est rare pour moi de regarder une œuvre que j'ai faite et d'en être fier, tellement fier que ça dit je suis heureux. Ça m'est vraiment rarement arrivé, ça, presque jamais. Par contre, quand je la fais, je suis satisfait d'avoir atteint un objectif. Si vous voyez la différence entre les deux. Ouais, par exemple, il y a des gens, ils font quelque chose, et puis, vous sentez que c'est quelque chose qui les alimente. Ils aiment, par exemple, qu'on leur dise que vous êtes les meilleurs, vous êtes le plus beau, je sais pas. Moi, ça m'est égal. Par contre, je suis presque maladif à atteindre des objectifs. L'objectif émotionnel, par exemple, quand vous me dites, vous voulez que les gens qui regardent ma vidéo de présentation de mes 10 ans, que je les embarque dans mon passé et qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti quand je voulais créer mon entreprise il y a 10 ans. Et que vous-même, vous soyez embarqués, vous vous reconnaissez dans cette histoire. Par contre, cet objectif-là, cette satisfaction-là me plaît. Mais ça, donc ça fait que ça revient à l'arme dont je vous parle. C'est une façon pour moi de... C'est quel exemple je peux prendre? C'est comme un écrivain avec son bouquin. J'ai envie de dire, s'il écrit, je pense que ce n'est pas pour qu'on lui dise que c'est le meilleur écrivain. S'il écrit, c'est parce qu'il a envie d'affirmer quelque chose, de laisser une trace. C'est son outil d'exister, de combattre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être. En fait, c'est difficile, hein? Mais ça provient toujours de quelque part. Même le fait de vouloir écrire. Par exemple, d'être quelqu'un qui écrit tout le temps, ça provient tout le temps de quelque part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un point de départ. Peut-être que vous pourrez me dire. Vous amenez, par exemple, le trait que vous êtes en train de détailler là tout à l'heure, ce que vous m'avez expliqué. L'objectif, c'est ce qui vous anime le plus. C'est un trait de personnalité qu'on appelle overachiever. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est votre trait de personnalité. Okay. Et le fait que vous êtes comme ça provient de quelque part dans l'enfance. Parfois, ça peut être du fait qu'on a eu un de nos parents, qu'on a toujours envie de satisfaire, on veut sa validation. Et peut-être, c'est pas un parent qui va faire, c'est parfois un parent qui va faire exprès de ne pas donner la validation pour que on dit souvent que les artistes, souvent, quand vous fouillez dans leur passé, vous allez retrouver des choses. Oui, c'est vrai, c'est comme cet artiste peintre là, j'oublie son nom, qui a perdu son père, sa mère, et qui tout le long de ses œuvres là, il y a toujours la mort quelque part. Bref, oui, c'est comme Hitchcock avec les oiseaux. Oui, je comprends. Hein. Je comprends, ou Picasso avec le volet féminin. Bon, bref, je comprends, hein, mais je ne peux pas moi le dire. Peut-être que ceux qui auront le temps de fouiller un peu plus dans ma psychologie, dans mon enfance. Bon, mais moi, la vérité, je n'ai pas creusé plus loin dans ce sens, ouais. Je ne peux pas vous répondre dessus. C'est même pas c'est pas forcément quelque chose de très sensible. Hein. Ça peut être un truc simple.
moi je préfère, par exemple, la manière dont vous avez appris à réguler vos émotions quand vous étiez petit. Peut-être que vous l'avez appris en créant quelque chose. Par exemple, vous vous sentez pas bien, vous vous dites, OK, moi je préfère m'exprimer de cette manière. Peut-être que si je dessine, je vais me sentir mieux. Et ça peut commencer comme ça. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai fait de la musique, j'ai même fait de la danse, quand je dirais, peut-être, hein. Franchement, je vous laisse le soin là de peut-être vous renseigner un peu plus ou quelqu'un d'autre. Mais la vérité, comme on dit, on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer. Et je n'ai pas pris le temps de... Ouais, peut-être que je vais le faire après vous ou après cette interview, mais je n'ai pas pris ce temps d'introspection. Je suis plus dans la révolte, dans le combat. Et comment construire... provient de quelque part, toujours. Ouais. Le fait de vouloir avoir un trait de personnalité un peu plus rebellious, vouloir vraiment affronter ce qui est en face. Mais bon, peut-être que... Laisse les psychologues, les gens qui se connaissent un peu plus, peut-être recouper tout ça, ou même vous-même. Mais c'est intéressant ce que vous dites, ouais. C'est pas grave, on va revenir sur les opportunités alors. Selon vous, par exemple, qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui les marques africaines à raconter leur histoire avec force et fierté? Recommencer, j'ai pas entendu. Selon vous, qu'est-ce qui freine les marques africaines à raconter leur histoire ou qu'est-ce qui peut les freiner à raconter leur histoire avec force et fierté? Non, qu'est-ce quelque chose qui les freine? Je pense qu'il faut une volonté... peut-être nationale, dans un pays par exemple, de dire que nous voulons des artistes qui s'inscrivent par exemple dans une direction particulière et que ces artistes-là participent à construire des imaginaires. Un exemple, par exemple, si on décide de dire que notre pays, la Guinée, on veut à partir de maintenant que le monde entier sache qu'on a les meilleurs informaticiens, les meilleurs développeurs, les meilleurs dans le numérique. C'est possible. On peut demander à des artistes que nous sommes de produire par exemple des films. Alors, je vous donne un exemple. Si vous produisez 50 films à l'année, juste un exemple, mais 50 films sur le numérique et le développement web en Guinée, et que vous le mettez sur Internet ou sur la toile ou dans les c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y en a qui vont commencer à s'intéresser sur est-ce que vraiment il y a des développeurs en Guinée et peut-être venir vous rencontrer et ça peut créer un écosystème. En tout cas, ça peut créer une lumière. Je vous donne un exemple. Vous voyez, il y a certains pays, je ne sais pas, comme les États-Unis ou quoi, qui, vous voyez par exemple, sur le volet militaire par exemple, n'importe qui on dirait un soldat américain, non, il peut tout, Rambo, vous l'avez vu, machin. Mais après, sincèrement, ce sont que des êtres humains. Ce ne sont que des êtres humains aussi, comme tous les autres. Ouais, un peu, on aura l'impression que... ouais, mais si on fait par exemple beaucoup de contenu pour montrer le contraire, bon, pas forcément le contraire, mais montrer qu'il y a d'autres nations aussi qui, elles, sont fortes, sont puissantes, ont la capacité de faire X ou Y chose, c'est sûr que ça peut changer aussi le narratif dans ce sens. Bref, mais ça vient d'une volonté, peut-être personnelle pour un artiste, mais ça peut être impulsé aussi par une volonté étatique. Par exemple, une volonté nationale, pour pouvoir dire qu'on va changer la narration. C'est possible de changer la narration d'une nation? Oui, bien sûr, c'est ça la vision. Comment? Par exemple, bon, pour ne pas trop m'étaler dessus, comme le branding guinéen, par exemple. Ou comme par exemple vous voyez, par exemple, comme le Bénin, qui est en train de pousser les gens à venir s'intéresser à leur histoire, les Amazones, etc. Comme quel autre exemple, j'ai envie de dire, je sais pas moi, le Rwanda qui fait pas mal de travail aussi sur la narrative de leur pays, etc. Bon, bref, il y a pas mal de pays qui font ce travail-là et on ne doit pas être en reste. Ok. Maintenant, les artistes aussi doivent s'auto-saisir, comme j'ai envie de dire, quels que soient les moyens, qui sortent un peu de moyen, mais qu'il demande un peu plus aussi de la créativité. Un artiste, c'est quand même celui qui est capable de faire certaines choses de rien. Il peint, il prend même de la boue, ou bien il en fait une œuvre d'art, ou bien il prend dans la poubelle, il fouille dans les poubelles, et puis il est capable de fabriquer des œuvres d'art. Je pense que revenons aussi au sens primaire de la révolte de l'artiste aussi, à changer son environnement via l'art.
une autre approche de l'art. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais, Oui, mais une approche où vraiment ce que nous faisons doit apporter un impact dans notre quotidien. Et je pense que... Mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Créer n'est pas facile. Créer, surtout dans des environnements africains, ce n'est pas évident. OK? C'est pas facile. Des fois, c'est même pire que d'entreprendre une entreprise classique. OK? De vouloir faire un film, de vouloir faire une œuvre d'art. Des fois, c'est très complexe parce que l'entreprise, des fois, vous avez par exemple des structures comme la PIP ou consort pour vous comprendre. Mais alors, quand vous voulez créer un film, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de structures d'accompagnement ou d'écosystèmes capables de vous accompagner dans ce processus. Donc, des fois, les gens sont dans l'improvisation. Hein, ils ont la volonté, ils sont même des fois pas du secteur, mais ils ont la volonté. Ils ont un truc, mais il n'y a pas le cadre. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse pour s'arrêter. Surtout avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous pensez le fait juste d'avoir un téléphone, c'est peut-être une opportunité de commencer à faire des choses extraordinaires? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'arrêter au frein. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, patati, patata. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, on est aussi en 2025, quoi. OK, on a la possibilité d'avoir des choses à apporter, des outils à apporter qui peuvent nous permettre en tout cas, d'amorcer un début. Moi, j'aime bien Willem, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, Willem. Oui, il faisait des vidéos avec son téléphone. Oui, je me rappelle. Ah, avec son téléphone, hein. Mais est-ce que vous voyez comment ces vidéos étaient attendues? Étaient plus attendues que des films au cinéma. Vous vous rappelez, à l'époque? Oui. Quand c'était Facebook. Quand il faisait un coming soon, là, mais tout le monde attendait ça. Mais il y avait quoi d'extraordinaire dans ces films, techniquement parlant? Il filmait avec des téléphones. Mais il y avait quoi? La particularité, c'est qu'il demandait beaucoup de lui et peu de la technique. Quand je dis de lui, c'est de la créativité. On se demandait, mais comment il écrit ces scénarios? Hein, vous vous rappelez? Comment il écrit ces scénarios? Comment il arrive à nous surprendre? Mais c'est fait avec un téléphone. Et il a, je sais pas, il y a des millions de personnes qui le suivent sur sa page. Des fois, ces petites vidéos-là étaient plus vues que des films au cinéma. Donc, c'est pour dire que finalement, pour revenir à ce que je disais, révolte interne, volonté interne, vision, et puis go. D'accord, merci. Alors. C'est pas fini encore. Je regarde ce que j'ai d'intéressant. Ah oui, une superbe. Comment imaginez-vous le futur du storytelling sur le continent africain? Quelles sont les tendances selon vous? Les tendances. Alors, les seules tendances que moi je sais, c'est que les créateurs n'ont qu'à s'intéresser aux enjeux de développement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance et une malchance à la fois. La malchance, c'est que, oui, le constat est que nos pays africains sont en développement. La chance, c'est que nous, créateurs, on a la capacité, comme il y a 200 ans ou 300 ans dans d'autres pays, de devenir les Picasso, les Hitchcock hein, de cette époque. À travers nos films, que nos films soient utiles. Que nos œuvres d'art soient utiles au développement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a la capacité de faire que nos enfants ou nos petits-enfants dans 100 ans, 50 ans, il les permet d'avoir des repères grâce à ce que nous allons créer de nos mains et de notre volonté. Vous voyez? Donc quand je dis se rapprocher aux problématiques du développement, c'est que, par exemple, faire un film qui permettrait de changer la perception sur l'éducation, sur la sécurité, sur la santé. Vous voyez, on peut créer des vocations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, par exemple, je regardais des documentaires sur les IGI, là, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les enfants, je ne sais pas comment je peux dire ça, on les appelle plutôt les gros bras, là, à l'époque où, il y a quelques années, ils s'inspiraient, on les appelle les IGI en tout cas, ils s'inspiraient des films de Jackie Chan là, ou des films chinois là, pour après
s'en servir comme un outil dans les bas quartiers, un outil d'intimidation. Vous voyez un peu? Donc ils ont créé toute une culture qui doivent les couper dégrader aujourd'hui là. Le zouglou là, tout ça là. Toute une culture, on appelle ça souvent une sous-culture ou une contre-culture, bref. En tout cas, toute une culture basée sur un imaginaire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme, moi je me rappelle la danse. Il y a un film par exemple, quand on était par exemple au lycée, qu'on appelait Street Dancer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Alors, moi par exemple, on a tous fait de la danse, les groupes de danse là, qui sont nés après en Guinée là. Instinct Killer, Intouchable. Je me rappelle à l'époque parce que je faisais un peu de la danse, Black Killers. Je me rappelle à l'époque, les groupes de danse étaient plus impactants même que les groupes de musique. Mais vous savez qu'est-ce qui est drôle? Beaucoup, si vous leur demandez de cette génération-là, ils vont dire, ils ont déjà vu ce film-là, Street Dancer. C'est un film américain où on met en avant des groupes de danse qui font des battles entre eux. Et des générations de danseurs sont nés grâce à un film comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme le film 8 Mile de Eminem. Il y a des gens qui ont voulu devenir Eminem. Même quand vous voyez en France Big Flo et Oli, là, c'est leur référence. Des gens qui ont voulu devenir des gens comme lui grâce à des films comme ça. Si on est capable de faire des films comme ceux-là et inspirer des cultures et des générations à faire ce qu'ils voient, alors imaginons qu'on arrive à faire des films où les gens sont des scientifiques, sont des développeurs, hein, sont je sais pas moi, ils veulent aller sur la Lune, je sais pas moi, des astronautes. Peut-être qu'on va créer des vocations d'astronautes, de scientifiques, de médecins, un peu plus que peut-être de danseurs. Mais c'est notre rôle à nous. Mais pourquoi on ne le fait pas jusque-là? Ça fait des années quand même, on ne voit pas des films comme ça. Chacun fait à son niveau. Moi, je pense, chacun se bat. Il y a des gens qui se battent, et vraiment honneur à eux, qui se battent à faire des films, qui se battent à faire de l'art, pas forcément que des films, ça peut être même de la musique, mais qui se battent à faire en tout cas de l'art. Chapeau à eux. C'est un combat qui doit nous concerner nous tous. Moi, je me suis débrouillé à faire une série qu'on appelle Le Boss à l'époque, avec mes moyens, avec beaucoup de difficultés, mais je l'ai quand même fait. Et je ne le regrette pas de l'avoir fait, malgré toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres ambitions que j'aimerais bien aussi faire. Il faut se battre, on va se battre. C'est notre génération, c'est notre temps. Personne ne le fera à notre place. Les politiques vont faire pour eux, les militaires vont faire pour eux, les scientifiques vont faire pour eux, les professeurs vont faire pour eux, les artistes aussi. Moi, c'est tenir une caméra, faire des images. Je vais faire ma part aussi. Chacun va faire sa part autour et l'ensemble de tout ça qui va participer à marquer notre histoire et marquer notre temps. On compte aussi, hein, les artistes, on l'oublie souvent. Et si vous, demain, vous devez faire un film, ça serait sur quel thème? Ouais, je travaille sur des projets, mais bon, on dit souvent en Afrique qu'il ne faut pas trop vendre la mèche avant. Bref, mais ce qui est sûr, c'est que je ne m'arrêterai pas dans ce combat. C'est mon leitmotiv, comme je l'ai dit au début. C'est mon arme, c'est mon outil d'exister. C'est l'outil par lequel je compte marquer ma vie, marquer mon entourage, marquer ma communauté. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré. Laisser une trace quelconque. Je le ferai tout le temps, toute ma vie, je pense. Et donc, si vous ne m'entendez pas avec un film aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'y travailler. Je prendrai peut-être mon rythme, mais je le ferai. Je ne sais pas maintenant si dans ma filmographie, il y aura 2 ou 3, 4 films, mais j'en ferai en tout cas le maximum possible. Et avec une volonté à chaque fois d'apporter quelque chose d'inspirant et de changeant pour notre génération et la génération future, à travers l'image. Merci beaucoup. Alors, et vous, une dernière question. Okay. Avant-dernière. Ok, avant-dernière. Avant-dernière. Alors vous, quel est le rêve fou que vous portez pour l'Afrique du digital dans les 10 prochaines années? C'est ce que vous êtes en train de construire, Nimba. Sérieux? Oui. Ça, c'est flatteur. C'est ce que vous êtes en train de construire et ça revient à ce que je disais juste un peu avant. Vous êtes en train de faire votre part. Comme la mer, hein, chacun vient prendre son petit pot d'eau. On ne va jamais peut-être la terminer.
la vider, la mer. Mais chacun va avoir quand même la volonté quand même d'essayer. C'est ça. Faut pas vous fier aux freins. On dit oui, c'est impossible que vous puissiez. Moi, je pense que d'ici, vous pouvez impacter le monde. Il faut avoir la volonté de le faire. C'est tout. Moi, je pense que d'ici la Concasse, on est où là, le quartier là? C'est Constantin. Constantin. Vous pouvez arriver partout dans le monde, depuis ici, ou que le monde vous retrouve ici. C'est possible. Et moi, j'y crois. Et quand je vois des gens qui sont dans cette route-là, je sais le reconnaître. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites plutôt. Et parce que je sais que vous le faites avec l'esprit. Vous ne le faites pas avec le palpable, le matériel. Vous ne le faites pas avec ce qui use. L'idée là, ça n'use pas. On peut vous prendre le corps, mais on peut vous prendre ce qui est dans votre tête. Et quand je vois des gens qui ont la conscience de ça, c'est fort. Et je pense que vous êtes, rien qu'en s'inspirant de vous, c'est déjà un bon début. Que vous le fassiez et que d'autres fassent comme vous, c'est déjà un bon début pour continuer le combat. Merci de croire en nous. Et j'aimerais bien savoir, c'est qui cette personne qui vous inspire le plus? Et c'est quoi les motifs qui vous a donné, avec lequel vous vivez tous les jours? De façon générale? Oui, une personne qui vous inspire. Bon, mes parents. Mes parents, c'est ça? Après, il y a aussi des chefs que j'ai rencontrés dans ma vie qui peut-être ne le savent pas, mais ils m'inspirent beaucoup aussi. Donc, mes chefs actuels, par exemple. Mais vraiment, certains de mes collègues aussi, que je trouve très courageux. Et que dans ma vie, je sais que je serais très content de leur dire à mes enfants que j'ai eu la chance de les côtoyer. Ouais. Y a-t-il quelque chose en particulier chez eux qui la détermination, la rage, l'engagement. C'est tout. La détermination, la rage, l'engagement. C'est ça votre mot de... Et ils le font avec beaucoup d'intelligence aussi. Parce que tu pouvez l'avoir et puis vous ne le faites pas avec intelligence. Mais ils le font avec beaucoup d'intelligence. Surtout un en particulier. Mais bon, que je ne dirai pas son nom. Ok, c'est bon. Je pense qu'on ne peut même pas le pousser trop. Il va dire clairement, bon, je ne dirai pas le nom. Ouais. Mais on a de la chance aujourd'hui d'avoir... Je pense qu'on est dans une phase où il est temps de changer notre vie, quoi. Il est temps que le sacrifice de nos aïeux et celui que nous sommes en train de faire, notre génération aussi, change drastiquement notre quotidien, notre vie. Il faut que ça bouge. Et c'est en train de bouger. Ça prend son temps, mais le train intermarche. J'avais promis que c'est la dernière question. Ouais. Mais en parlant d'aïeux, une question m'est venue qui est très importante pour moi. C'est par rapport, je me demande tout le temps, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur l'identité des couleurs en Afrique, par exemple. En neuromarketing, vous allez voir, on va vous parler de, ok, cette couleur, elle signifie ceci lorsque les personnes les voient, celle-ci, cela. Mais en Afrique, par exemple, on ne peut pas juste cadrer, dire, ok, ça veut dire ceci, je peux l'interpréter de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des études ou bien... est-ce que vous avez déjà eu des traces de cela dans votre travail? Sur les couleurs? Oui, les couleurs, pour savoir par exemple qu'est-ce qui peut être plus imposant dans une culture africaine qui ne l'est pas forcément dans la culture occidentale. Bon, j'ai pas forcément une réponse à ça, mais je pense qu'en observant ce que nous utilisons tous les jours, par exemple avec le lépi, avec la couleur du lépi, la couleur de forêt sacrée, bon, je sais pas. Je pense que en observant ce qui existe déjà, je sais pas si c'est la bonne réponse, mais... Je vais refaire. Oui, peut-être je pense que j'ai mal dit. Donc, en vrai,
Juste un exemple. Quand on va voir le rouge, on va penser danger directement. Ok. Ça, c'est la base de ce qu'on sait. Ok. Le bleu, ça ramène à la confiance. Donc, on va avoir des banques qui vont se mettre en bleu et tout ça. Ainsi de suite. Le noir, c'est sombre et puis, voilà, le ça fait vert, peur. le vert, c'est tout ce qui est bio et tout. Mais en Afrique, on va avoir, il y a des cultures, on va avoir beaucoup de rouge un peu partout. Est-ce que dans ce cas-là aussi, c'est toujours le danger ou bien ça peut être différent? En fait, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Moi, je ne fonctionne pas forcément comme ça, mais je n'ai pas, pour ne pas vous mentir, je n'ai pas une réflexion très approfondie sur ça. C'est la vérité. Mais je ne fonctionne pas forcément avec des dogmes comme ça. Je ne me dis pas ça, c'est ça, ça, c'est ça, et puis je l'utilise dans mon travail. Non. Mais je pense qu'il y a peut-être des spécialistes un peu plus approfondis sur ces questions-là, qui pourront peut-être apporter des réponses, des sociologues par exemple. D'ailleurs, que je demande des sociologues, des psychologues, qui soient plus visibles quoi, dans nos pays africains là, qu'ils arrêtent d'être timides quoi. Je pense qu'on a besoin aussi de ces gens-là dans nos sociétés, mieux nous comprendre, mieux nous connaître, et ils peuvent aider les artistes. Je sais pas moi, j'invite bien un sociologue ou un psychologue à travailler sur ces questions-là. Ça peut aider les artistes que nous sommes à savoir que peut-être que le rouge ou le vert, ce serait bien qu'on le mette un peu mieux en avant sur nos cultures. C'est pour ça que je vous parle d'une vision, d'une volonté. Elle peut venir personnellement. Je décide de faire un livre sur ces questions par exemple, ou de façon générale en suivant une tendance globale, nationale. Mais c'est un travail de tout le monde doit mettre son travail en tandem quoi. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Merci beaucoup, Limba. Plaisir. Appris énormément. Je ne savais pas qu'on fait de la psychologie dans l'image. Donc, oui, ça, c'est quelque chose, ça m'a beaucoup surpris. Mais à la fin, ça a du sens. C'est l'humain qu'on est en train de prendre. Donc, c'est ça, l'humain et tout ce qu'il y a autour. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce n'était pas très long. Non, c'est bon. Allez. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Merci beaucoup. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous pouvez retrouver M. Touré sur LinkedIn, Ibrahima Touré. Et nous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre. Laissez-nous des commentaires. Si vous avez des questions pour les prochains guests à venir, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et nous y procéderons, bien évidemment. Donc, à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.